À 23h30, un mardi soir, dans le hall du Cedar Ridge, un hôtel modeste niché au pied des Rocheuses, un homme se tient droit devant le comptoir d'accueil. Tristan Delcourt, ancien opérateur des forces spéciales, regarde fixement l'écran où s'affichent des frais inattendus. Son chien, un berger allemand noir et fauve du nom d'Atlas, est assis au garde-à-vous à ses côtés. Parfaitement immobile, son regard attentif balayant les moindres mouvements autour d'eux. Atlas ne porte pas un simple harnais. Il arbore un gilet de travail avec des écussons discrets indiquant qu'il est un chien d'assistance spécialisé dans le soutien post-traumatique. Un compagnon entraîné à détecter les prémices des crises d'angoisse avant qu'elles ne le submergent. Il est bien plus qu'un chien. C'est une ancre, un bouclier, un lien entre le monde civil et les cicatrices invisibles de la guerre. Tristan, 32 ans, porte les vêtements discrets d'un homme qui tente de se fondre dans la normalité. Un jean usé, un sweat sombre, des baskets poussiéreuses après 12 heures de route depuis la Caroline du Nord. Il est venu pour le mariage de sa sœur, une promesse tenue malgré les kilomètres, l'épuisement et les souvenirs persistants de l'autre vie, celle qu'il a quittée en revenant d'Irak. Ses yeux sont creusés, pas seulement par la fatigue, mais par des années passées à porter des responsabilités qu'aucun civil ne pourrait deviner. Chaque respiration, chaque battement de cœur est contrôlé avec la précision d'un homme qui a appris à vivre avec le chaos intérieur. La réceptionniste de nuit, une jeune femme aux cheveux attachés en chignon flou, tape sur son clavier sans vraiment le regarder. Elle s'appelle Clara et sa voix monotone trahit la routine de ceux qui travaillent quand le reste du monde dort. Tout semble se dérouler normalement jusqu'au moment où elle lève enfin les yeux et aperçoit Atlas. Son visage se ferme légèrement. Elle commence à tapoter à nouveau sur son clavier, plus nerveusement cette fois. Puis elle annonce d'un ton neutre « Je dois ajouter les frais pour l'animal, 200 $ pour le nettoyage, plus 50 par nuit. » Sans un mot, Tristan sort de sa sacoche un dossier épais. Des copies plastifiées, des certificats, une lettre du ministère, des anciens combattants, les documents d'enregistrement d'Atlas. Il les tend calmement. Elle jette un coup d'œil rapide, sans même lire. Clara lui explique que depuis quelques mois, l'hôtel applique une politique stricte sur les animaux à cause de trop nombreux abus. Des gens, dit-elle, prétendent avoir un chien d'assistance juste pour éviter de payer. Elle en a vu passer de toutes sortes, des petits chiens en poussette, des chats dans des sacs à main. Et elle ajoute d'un ton mi-justificatif, mi-supérieur que ce genre de papier peut s'imprimer sur n'importe quel site. Tristan ne hausse pas la voix. Il explique calmement que les lois fédérales interdisent justement ce genre de frais pour les chiens d'assistance officiellement reconnus. Il montre les tampons, les signatures, les dates. Atlas reste impassible, comme s'il comprenait que son calme renforce la légitimité de son maître. Mais Clara persiste. Elle dit qu'il n'a pas l'air assez handicapé pour avoir besoin d'un chien. Que les vrais chiens d'assistance, ce sont pour les aveugles ou les gens vraiment atteints. Ces mots frappent plus fort que prévu. Et dans le silence du hall, ils résonnent étrangement fort. Un homme en costume, visiblement un client qui attend l'ascenseur, tourne discrètement la tête. Un vieux couple, à moitié caché près des distributeurs, baisse le ton, mettant l'oreille. Tristan sent la pression dans sa poitrine monter. La chaleur qui afflue dans son cou, la sensation d'un piège qui se referme. Atlas, lui, s'est rapproché d'un pas. Il appuie doucement sa tête contre la jambe de Tristan. Ce simple contact est un signal. Il aperçut la tension, le souffle plus court, les épaules qui se crispent. Atlas sait. Il sent venir ce que d'autres ne voient pas. Clara continue, implacable. Elle ajoute les frais sur l'écran, comme si sa décision était irrévocable. Puis elle glisse la carte d'accès sur le comptoir, sans un mot de plus, comme pour signifier que l'affaire est close. Certains hôtels n'autorisent même pas les animaux du tout, vous avez de la chance qu'on accepte le vôtre. Cette phrase, prononcée avec une fausse politesse, est l'ultime goutte. Ce n'est plus une question de règlement. C'est une remise en cause de son droit à vivre avec les séquelles d'une guerre que personne ici ne comprend. De son droit à exister avec un soutien invisible. Tristan se fige. Il regarde les chiffres sur l'écran, 250 $, l'argent qu'il avait mis de côté pour offrir un collier précieux à sa sœur pour son mariage. Il serre les dents. Il pourrait payer, encaisser et passer à autre chose, mais quelque chose l'en empêche. Peut-être la fatigue, peut-être l'orgueil, ou simplement le fait qu'il en a assez de devoir s'excuser d'avoir survécu. Il demande le nom du responsable. Clara lève les yeux au ciel. Le directeur de nuit est parti à 22 h et le gérant général ne sera là qu'à 8 h. Si vous êtes mécontent,
Vous pouvez remplir un formulaire en ligne. Il sort son téléphone et commence à enregistrer. Clara se raidit. Elle affirme qu'il n'a pas le droit de filmer sur une propriété privée et menace d'appeler la sécurité. Il ne réagit pas. Il explique qu'il documente une possible infraction à ses droits civiques au regard de la loi sur les personnes handicapées. Clara, piquée au vif, commet alors l'erreur fatale. Elle désigne Atlas du doigt. C'est pas un vrai chien d'assistance. Il est trop bien toiletté, trop obéissant. Vous l'avez acheté avec un gilet sur Internet, hein? Comme tous les autres. Sa voix méprisante est assez forte pour que tout le hall l'entende. Atlas, fidèle à son entraînement, ne bouge pas. Pas même une oreille qui tressaille. Son calme est plus éloquent que toutes les protestations. À cet instant, l'homme en costume s'avance lentement vers Tristan. Il parle à voix basse, propose d'être témoin si nécessaire. Et derrière lui, quelques clients commencent à sortir leur téléphone. Certains filment. D'autres cherchent sur leur écran des informations sur les lois en matière de chiens d'assistance. L'ambiance a changé. Clara le sent. Mais au lieu de reculer, elle campe sur ses positions. Elle accuse maintenant Tristan de perturber l'ordre de l'établissement et menace de le faire évacuer par la sécurité. C'est alors que le téléphone fixe du comptoir sonne. Un son strident qui coupe net l'atmosphère. Clara décroche. Son visage se fige. Elle écoute. Quelques secondes, pas plus. Puis elle tourne lentement la tête vers Tristan, blême. Ce qu'elle entend la dépasse. Elle tente de répondre, mais on la coupe. La voix, à l'autre bout du fil, vient du siège social de l'entreprise, du service juridique de la chaîne hôtelière. Quelqu'un a passé un appel, quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Et cette alerte est remontée jusqu'aux autres sphères en quelques minutes à peine. Clara reste figée derrière le comptoir, le combiné plaqué contre son oreille, les yeux désormais vides de toute certitude. Ce n'est plus une simple conversation téléphonique, c'est un rappel à l'ordre. La voix à l'autre bout est celle d'un cadre du département juridique de la chaîne Evergreen Suite, la société propriétaire du Cedar Ridge Inn. Elle est posée mais ferme, autoritaire sans hausser le ton. Ce n'est pas une demande, ni même une recommandation. C'est un ordre direct. L'incident est considéré comme une urgence légale. Il doit être réglé immédiatement avant que la situation ne dégénère en crise publique. Le regard de Clara papillonne entre Tristan, Atlas, les clients curieux et l'écran de son ordinateur où les frais supplémentaires s'affichent toujours. Elle tente de plaider sa cause, répétant qu'elle suivait simplement la politique de l'hôtel, qu'elle ne voulait que protéger l'établissement contre les faux certificats. Mais la personne au téléphone la coupe net. « Nous avons déjà vérifié les documents dans votre système, dit-elle. Le chien est légitime. Le vétéran est dans son droit. Tous les frais doivent être annulés immédiatement. » Clara bredouille une réponse, mais c'est trop tard. L'autorité de décision lui a été retirée en direct. Elle doit s'excuser formellement auprès du client, procéder à un surclassement de chambre et offrir un service complet sans frais supplémentaires. Et ce n'est que le début. Un membre de la direction est déjà en route. Il arrivera dans moins d'une heure pour procéder à une évaluation complète de l'incident. Clara raccroche sans un mot. Elle reste immobile quelques secondes, puis lève les yeux vers Tristan, visiblement bouleversé. Les frais disparaissent un à un de l'écran, elle les supprime rapidement, en silence. Puis elle clique nerveusement dans son système, réattribue une nouvelle chambre et imprime des cartes clés pour une suite située à l'étage supérieur. « Monsieur Delcourt, je suis désolé, j'ai mal interprété certaines choses, j'ai reçu des informations incomplètes sur la politique interne. » Sa voix tremble légèrement. Ce n'est plus la réceptionniste hautaine de tout à l'heure. C'est une employée dépassée par l'ampleur de son erreur, tentant désespérément de réparer les morceaux d'une réputation en train de s'effondrer. Elle propose un départ tardif, un petit déjeuner offert, des bons pour des repas dans des restaurants partenaires. Tout ce qui pourrait faire oublier l'humiliation. Mais Tristan ne dit rien, il ne sourit pas. Il ne cherche pas à la mettre mal à l'aise, il observe. Atlas est toujours parfaitement calme, mais il reste collé à son maître sentant que l'épisode n'est pas encore entièrement digéré. La colère, l'humiliation, la fatigue, tout continue de couver sous la surface. Ce n'est pas une simple nuit d'hôtel. C'est un rappel douloureux que même chez soi, même loin des zones de guerre, on peut encore être traité comme un imposteur. Vers 1h du matin, Tristan et Atlas montent dans leur suite. Une grande pièce baignée de silence avec un lit king size, un coin salon, une salle de bain aux lignes épurées. Atlas fait son rituel habituel. Il inspecte calmement chaque recoin, renifle les angles, s'assure que la pièce est sûre. Puis il revient s'installer près du lit, son corps formant une barrière rassurante entre Tristan et la porte. Ce soir, c'est plus qu'un simple confort, c'est une victoire. Pas une vengeance,
Pas une revanche, mais une affirmation de dignité. Tristan s'assoit au bord du lit. Il regarde Atlas, allongé, les yeux toujours aux aguets malgré l'heure. Puis il laisse sa tête retomber entre ses mains. Pendant un instant, tout redevient flou. Le hall de l'hôtel, les accusations, la peur, cette vieille compagne qui rôde en silence. Puis la voix d'Atlas, silencieuse mais constante, dans chaque battement de cœur régulier, dans chaque respiration stabilisée. Ce n'est pas le confort de la chambre qui l'apaise, c'est de savoir qu'il n'a pas reculé, qu'il a tenu bon, pas seulement pour lui, mais pour tous les anciens combattants qui, un jour, entreront dans un hôtel en priant pour ne pas être jugés à vue. Quelques dizaines de minutes plus tard, la porte de la suite sonne doucement. Un homme d'une 50aine d'années, en polo et pantalon de toile, se tient dans l'encadrement. Il s'appelle Monsieur Lambert, responsable régional de la chaîne Evergreen. Il n'a pas dormi, mais il n'a pas non plus l'air agacé. Il entre avec une attitude simple, franche, posée. Monsieur Delcourt, je suis sincèrement désolé pour ce qui s'est passé ce soir. Ce n'est pas ce que nous représentons, et je suis ici pour m'assurer que cela ne se reproduira pas. Il tend la main. Tristan la serre brièvement. Monsieur Lambert ne fait pas de grands discours. Il ne lit pas de texte préparé. Il parle comme un homme qui a vu les conséquences de l'ignorance et qui refuse qu'elles se reproduisent. Il promet une formation immédiate pour Clara. Il assure que tous les employés seront sensibilisés à la réalité des handicaps invisibles et à l'importance des chiens d'assistance. Il propose même de couvrir les frais du cadeau de mariage de sa sœur comme geste personnel sans contrepartie. Ce que vous avez vécu ce soir ne devrait arriver à personne, et surtout pas à quelqu'un qui a donné autant. Tristan ne sait pas quoi répondre. Il accepte les excuses. Mais ce n'est pas l'argent, ni le surclassement, ni même le respect retrouvé qui compte. C'est la possibilité que son expérience ait un impact au-delà de cette nuit. Qu'à cause de lui, un autre vétéran n'ait pas à revivre la même scène. Que quelqu'un dans un autre hall d'hôtel soit accueilli avec respect, sans explication interminable. Et pendant que Monsieur Lambert repart, discrètement, sans cérémonial, Tristan se tourne vers Atlas. Le chien remue à peine la queue. Il sent que quelque chose a changé. Le reste de la nuit s'écoule lentement comme après une tempête. Tristan ne dort pas tout de suite. Il reste assis, le regard perdu dans la pénombre de la chambre, pendant qu'Atlas s'allonge paisiblement à ses pieds. Il repense à tout ce qui s'est passé, à la tension, à l'humiliation, mais surtout à ce tournant, cette bascule où, pour une fois, la justice a réagi à temps. Ce n'était pas une victoire éclatante, pas de décoration, pas de médaille, juste un homme épuisé, un chien silencieux et un système qui a brièvement fonctionné comme il le devait. Le mariage a lieu 2 jours plus tard, dans un petit domaine en bordure de forêt. Sa sœur, Élise, resplendit dans une robe ivoire, ignorant totalement à quel point son frère a failli ne jamais arriver à temps. Tristan est là, vêtu sobrement, Atlas à ses côtés, discret mais vigilant. Il prend la parole pour un toast. Sa voix est calme, posée. Il parle de famille, de reconstruction, d'ancrage. Personne ne sait que chaque mot prononcé a été rendu possible parce qu'un chien a su détecter une montée d'angoisse et qu'un vétéran a décidé de ne plus baisser les yeux. Atlas, lui, est devenu une curiosité bienveillante. Les enfants viennent timidement lui caresser le flanc. Les invités lui parlent comme à un vieil ami. Il les observe sans jamais perdre de vue Tristan, ses sens en éveil. Il n'a pas besoin d'ordre. Il est toujours prêt, toujours là. Une sentinelle silencieuse entre 2 mondes. Les jours passent, Tristan reprend la route, le cœur plus léger. Et pendant un moment, la vie semble redevenir gérable. Ce n'est que 6 mois plus tard qu'il reçoit une enveloppe beige, timbrée au nom de la direction d'Evergreen Suite 1. À l'intérieur, une lettre manuscrite, signée par le directeur général de la chaîne, accompagnée d'un mot plus personnel. Clara, l'ancienne réceptionniste. Elle a suivi une formation complète sur les chiens d'assistance et les handicaps invisibles. Elle a elle-même demandé à écrire cette lettre. Elle y présente ses excuses sincères, reconnaît son ignorance, raconte comment l'incident a changé sa façon de voir les choses. Mais ce n'est pas tout. La lettre de la direction explique que, depuis cet événement, l'entreprise a revu toute sa politique en matière d'accueil des personnes en situation de handicap. De nouveaux protocoles ont été mis en place. Le système informatique a été modifié pour reconnaître automatiquement les enregistrements validés de chiens d'assistance. Tous les employés de la chaîne reçoivent désormais une formation obligatoire sur la législation fédérale, mais aussi sur l'éthique, la compassion et la reconnaissance des blessures qui ne se voient pas.
Tristan repose la lettre sur la table. Il caresse machinalement la tête d'Atlas, qui est venu poser son museau sur son genou. Ce chien ne connaît rien aux lois, aux règlements ou aux excuses officielles. Il ne comprend pas les lettres imprimées, ni les noms en signature. Il sait juste qu'il a un rôle, une mission. Maintenir Tristan à flot, le ramener quand les souvenirs deviennent trop lourds. Être présent sans poser de questions. Et au fond, c'est ça la véritable victoire. Pas les excuses, pas le surclassement. Mais le fait que quelqu'un, quelque part, apprendra de cette histoire. Qu'un autre vétéran ne se verra pas facturer des frais illégitimes. Qu'un autre chien ne sera pas traité comme un imposteur. Qu'une génération de civils commencera, doucement, à comprendre que les blessures ne se mesurent pas à la canne, ni au fauteuil, ni aux cicatrices visibles. Tristan ne cherchait pas la confrontation. Il voulait juste une nuit de repos. Mais parfois, la simple décision de ne pas se taire devient une action de résistance. Un pas de plus vers une société plus juste, plus lucide, plus humaine. Atlas lève les yeux vers lui. Et dans ce regard, Tristan lit tout ce qu'il ne sait pas exprimer. La loyauté, la force tranquille, le rappel silencieux qu'il n'est pas seul. Ils se lèvent, récupèrent la laisse, et ensemble, ils franchissent la porte, prêts à affronter le monde. Encore une fois.